quelques questions, avec un échange avec la salle. Je crois qu'il y avait quelques questions préparées, non? Peut-être pour après. Je sais pas. Ouais, c'est maintenant les questions? On les pose maintenant? Non, peut-être tout à l'heure. Ouais. Alors peut-être la parole circule. Est-ce que vous avez envie de contribuer un petit peu à cet échange par une question, par un avis contraire? La parole est libre et circule. Bien sûr. Tout est possible. Ils sont sur tous les réseaux, YouTube, Facebook, tous. YouTube, Facebook. Oui. Donc, tout d'abord, je voudrais vraiment féliciter Laurent pour son travail extraordinaire, quoi. C'est esprit de synthèse, la richesse de. Je crois que ça marche pas, non? Ah, d'accord. Voilà, simplement féliciter Laurent pour ce travail extraordinaire, cet esprit de synthèse, la richesse de l'information qu'il passe, le bon sens qui imprègne tout son travail. Je suis épaté. Donc, j'ai deux questions. Il y en a une qui peut paraître paradoxale par rapport à mon sentiment d'appréciation de son travail. La première, c'est, tu dois savoir, puisque tu es, je crois, partie de l'organisation de l'événement qui se prépare à la fin du mois avec des participants comme Peter McCullough et autres. Je crois que c'est, si jamais tu as le nom ou une référence qui permet d'accéder de savoir comment assister à ça. Et l'autre chose, c'est simplement une phrase de Luc Montagnier qu'on connaît presque tous ici présents, qui me sert à poser ma question. Évidemment, je ne vais pas la retrouver. Oui, c'est ça. Des vaccinés, il dépend de vous, surtout de vous non vaccinés, que demain vous sauviez l'humanité. Seuls les non vaccinés pourront sauver les vaccinés. Les vaccinés qui, de toute façon, contacteront les centres médicaux pour être sauvés. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand tu remets en question des visions conspirationnistes, d'autant que tu es souvent critiqué comme conspirationniste par des gens malhonnêtes comme Le Soleil ou d'autres sites internet genre fact-checker? Est-ce qu'il y a quand même un petit peu un mauvais esprit quelque part des gens qui sont là derrière quand tu parles de la grenouille qu'on fait chauffer, qu'on fait bouillir, quand on fait la guerre du médicament, on sait que c'est Sanofi qui a commencé par demander la révision de la notice du Plaquenil. Ça fait 2 ans, leur objectif a toujours été de vacciner tout le monde. Et ça n'est pas une conspiration? Est-ce que je comprends mal ta critique des gens qui, comme moi, se considèrent conspirationnistes? Ok. Alors, la première, c'est l'information sur un événement à venir. Il y a effectivement il y a plusieurs organisations ou tentatives d'organisation à dimension internationale, puisque les questions qu'on se pose ici, évidemment, se posent dans tous les pays. J'ai participé il n'y a pas longtemps au COSICO en Belgique. Il y a donc aussi l'International Congress Summit, je ne sais plus quel est exactement le titre, alors qui va organiser prochainement en France un événement qui en 2 parties, une partie à Marseille, une partie à Paris. Voilà. Donc moi, je suis responsable de l'organisation du colloque qui aura lieu à Marseille les 30 et 31 mars prochains, à l'IHU de Marseille, qui est un colloque scientifique de 2 jours, 4 demi-journées, une demi-journée sur les questions biologiques, une demi-journée sur les questions épidémiologiques, une demi-journée sur la question du soin des malades et une dernière demi-journée sur la question des controverses scientifiques et médicales. Voilà. Et ensuite, il y aura à Paris, à Massy plus précisément, en banlieue parisienne, il y aura la deuxième partie du congrès qui sera sans doute aussi peut-être un peu plus politique, au sens noble, pas partidaire évidemment. Voilà, mais en ce qui concerne, moi je ne peux parler que de ce que j'ai organisé, qui est le colloque scientifique de Marseille. Entends pas assez fort? Ah, je suis navré. Je crois qu'il y a eu un papier cadeau à côté. Voilà, le papier Rio dessus. Bon. En fait, je vais faire la conférence à la caisse. Oui. Le son est excellent à la caisse. Hein. Le papier, ça fait un bruit extraordinaire. Bah, écoutez, on fait ce qu'on peut. Alors, je n'ai pas bien compris la deuxième question. La deuxième question, ça partait des réflexions du professeur Montagnier sur les non-vaccinés, qui est quelque chose que j'entends dans une discussion scientifique. Donc, les questions d'immunité, j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas le temps d'en parler, mais ce sont des questions tout à fait essentielles. Après ça, mon point à moi, il est très très clair.
Que les marchands de vaccins cherchent à en vendre le plus possible et depuis longtemps, c'est une évidence. Je veux dire, c'est une évidence. Il y a aussi à plusieurs passages dans le livre, il y a évidemment le rappel des précédents, en fait, notamment l'épisode H1N1 de 2009, pareil, que tout le monde semblait avoir oublié tout d'un coup, alors que à beaucoup d'égards, ça ressemble un peu à une répétition de ce qu'on a vu ensuite se produire. Bon, donc ça c'est tout à fait clair. Mais derrière, il faut analyser comment l'OMS a évolué, comment les industries ont pris le pas là-dessus, comment l'idée d'une vaccination générale a remplacé l'idée de traiter précocement, a fortiori avec des médicaments génériques, etc. Mais tout ça est une évidence. Pour moi, ça fait pas, il n'y a rien de complotiste là-dedans, c'est juste factuel, c'est juste un constat factuel. Voilà. Le complotisme commencerait, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on commençait à dire tous les acteurs que vous avez cités sont tous organisés entre eux, se réunissent régulièrement pour bien assurer le machin de tout ça dans leur intérêt partagé et en se passant des liasses de billets ou je ne sais quoi. Bon, voilà, c'est là que ça commencerait à déraper. Mais la convergence d'intérêts ou le fait que des gens cherchent à faire du business, ne s'en cachent pas, et même une idéologie de ça depuis longtemps, c'est tout à fait. Pour moi, c'est juste la réalité, en fait. Et les gens qui appellent ça conspirationnisme sont des niais ou des. Vraiment. J'ai une petite. Excuse-moi. J'ai une petite question justement qui a un rapport avec ce que vient de dire Alain. Alors que j'ai préparé tout à l'heure, je vais te la lire. Alors, à la page 61 de ton livre, donc le premier tome, on peut lire: les gouvernements ne cessent de s'inquiéter d'une saturation d'un hôpital public qu'ils ont eux-mêmes organisé et prétendent en retour que les responsables de cette saturation sont les malades ou le mauvais comportement des citoyens. Incompétence ou cynisme? On ne saurait le dire. Donc, fin de citation. Là, je pose ma question. Donc, après avoir supprimé plus de 17 000 lits pendant le quinquennat Macron et mis à la porte des milliers de soignants suspendus, Véran, j'ai mis entre parenthèses, qui, rappelons-le, est un Young Global Leader, nous annonce le 10 mars 2022 l'ouverture de 1000 lits de réanimation. J'ai donc deux questions à ce sujet. Est-il déraisonnable de penser que le cynisme dont tu fais référence dans ce chapitre serait en fait la résultante d'un agenda politique mondialiste bien précis, ciblant par exemple les services publics et les PME au profit d'intérêts capitalistiques privés? Je galère à lire ce que j'ai écrit. Et deuxième question, au-delà de l'accusation d'incompétence, nos dirigeants politiques actuels ne sont-ils pas en train de nous prouver qu'ils font passer le profit avant l'homme? Alors, faire passer le profit avant l'homme, en gros, c'était une des choses que je dis dans ma conclusion. Donc, oui, bien sûr, je vais parler de. Je parlais de l'antagonisme historique qui est complètement exemplifié encore aujourd'hui, qui est entre, en gros, l'intérêt privé et la course à l'enrichissement le plus rapide et le plus massif possible. Et puis, de l'autre côté, la notion de service public et de bien commun et durable, de durabilité et tout ça. Ça, c'est évident que cette dimension est tout à fait là. Le premier point, ça nous ramène à la question du complotisme. Moi, je ne fais pas. C'est un principe général, justement pour ne pas tomber dans un des écueils ou une des falaises dont je parlais au tout début. Je ne fais pas de procès d'intention aux gens. Sauf si je les connais intimement, je peux avoir une certaine idée de ce qu'ils pensent réellement. Voilà. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, M. Véran, je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête. M. Macron, je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête. M. Pfizer, donc il ne faut pas faire des procès d'intention. Par contre, j'ajoute que je considère que ce n'est pas nécessaire. Il suffit d'écouter ce qu'ils disent et d'observer ce qu'ils font pour en tirer des conclusions ou émettre des jugements. Il n'y a pas besoin de présupposer les intentions cachées qu'il y a au fin fond ou de présupposer leur psychologie profonde. C'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Et d'ailleurs, ceux qui la font ou se vautrent dedans, on voit bien que ça mène à rien non plus. Le nombre de journalistes qui ont prétendu faire la psychopathologie de Didier Raoult, c'est comique tellement c'est ridicule. Y compris 2 journalistes qui portent le titre de grand reporter au journal Le Monde. Voilà. Qui, en fait, c'est pitoyable. Leur livre est juste pitoyable. Donc, il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire des procès d'intention aux gens ou de s'improviser psychologue, etc. Bon. Alors, soit il y a des choses qui sont simples, tracées, etc., et qui impliquent directement des gens. Telle personne qui fait ça aujourd'hui avait annoncé il y a 10 ans exactement qu'elle dirait ceci ou cela, tel jour. Elle a signé un accord qui dit que, voilà, tant qu'on est sur le registre factuel, ça suffit largement, en fait, pour comprendre ce qui arrive et pour le dénoncer au nom d'un certain nombre d'idéaux et de valeurs. Ça suffit amplement. Moi, je n'ai pas besoin de plus. Après, chacun est libre de mettre des mots
des grands mots, des grands... Bon, c'est pas ma façon de travailler. Ce serait pour moi incompatible avec ce qui est mon métier. Donc, je ne peux pas me le permettre. Et je ne souhaite pas me le permettre. Alors, il y avait, je crois, une question tout à l'heure. Voilà. Alors, allez-y, c'est bon. Madame, C'est pour Internet. Alors, moi, je pose une question qui est un peu le versant naturel de ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qui fait que dans notre société, il y ait une telle docilité à être comme ça des victimes, des manipulés? C'était extrêmement angoissant. On a été quelques-uns à se retrouver régulièrement en signe de protestation, mais on était ultra minoritaire. Et je peux même rétrospectivement me reposer la question aujourd'hui, à l'heure où la Corse va s'enflammer sur d'autres sujets, de ne pas comprendre pourquoi en quelque sorte, cette réaction qui aurait été naturelle d'être en protestation n'a pas recueilli un assentiment plus large. Et la question que je la pose aux sociologues, elle est à double détente, elle vaut pour le continent et elle vaut aussi au niveau de l'analyse qu'on peut faire par rapport à la situation particulière de la Corse. Très bien. Alors, je réponds à ça. Je rajoute juste pour compléter ma réponse d'avant. Non seulement, à mon sens, il faut en plus de ce que j'ai dit, chercher à mettre des grands mots. Je comprends que ça puisse, je comprends que ça puisse rassurer intellectuellement, de donner facilement des espèces d'explications globales. Mais ça ne sert à rien pour les combattre. Je veux dire, le combat doit être mené au nom de nos valeurs, au nom des valeurs. À la limite, moi, je m'en fous de savoir quand monsieur machin dit telle chose. Qu'on vienne m'expliquer que oui, mais tu sais, lui, avec ses copains, ça fait 30 ans qu'ils en parlent, machin. Et alors? Le problème, c'est que là, ce qu'il dit là, ça a telle conséquence que je trouve inadmissible. Qu'il le pense avec ses copains depuis 20, 30, 40, 100 ans ou 300 ans, je m'en contrefiche en réalité. L'essentiel, c'est que ce qu'il dit là entre en contradiction avec des valeurs fondamentales que moi, je défends. Et c'est ça qu'il faut dire, et ça suffit. Et ça suffit. Et si nous avions été capables, tous, pas nous ici, mais tous globalement, capables de rappeler un certain nombre de principes éthiques, par exemple, il y a des choses qui ne se seraient pas faites. Voilà, à tous les niveaux. Il n'y a pas besoin d'aller chercher je ne sais quel complot mondial machin pour dire qu'il est absolument contestable, erroné et mortifère d'empêcher les médecins de soigner les gens, par exemple. C'est pas la peine. Ça sert à rien en fait. Voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien, sinon à se faire en plus accuser très vite de complotisme, c'est tout à fait contre-productif même, je dirais en réalité. Voilà. Par contre, expliquer pourquoi non, il faut que les gens. Ça me paraît plus simple. Donc je pense que c'est vraiment. C'est presque donner le fer pour se faire battre, quelque part, que d'aller systématiquement vouloir à tout prix raccrocher des grandes explications mondialistes, machin, bidule. Pourquoi faire? Je comprends que ça puisse rassurer peut-être certaines personnes, mais pourquoi faire fondamentalement? C'est pas ça. Et ça n'a pas d'effet en plus rhétorique qui permettent de convaincre fondamentalement les autres, c'est pas vrai. C'est pour essayer de comprendre, en fait, quand on dit oui, mais il n'y a pas de complot mondial. Mais en fait, il y a des organisations mondiales. C'est ça que je veux dire. Le World Economic Forum, c'est Klaus Schwab, je crois que c'était le mois dernier ou il y a 2 mois, il se targuait lui-même de dire qu'il avait des hommes à lui dans plein de gouvernements. Et des fois, c'est même la moitié du gouvernement McKinsey de tel aussi, ou il y a tel des pays. hommes à lui dans tous les gouvernements. Bill Gates finance des machins dans tous les trucs. Ils sont nombreux. C'est ça. Ils sont nombreux et ils sont pas tous ensemble tous les soirs à manger ensemble et à s'entendre entre eux, c'est pas vrai. Voilà. Donc, faut pas non plus prendre forcément au pied de la lettre tous les grands discours de tous ces égos surdimensionnés et à qui les milliards font croire que je ne sais quoi. Voilà. Je pense qu'il faut les stopper sur autre chose en parlant le langage que tout le monde comprend. Et le langage que tout le monde comprend, c'est pas le langage du grand complot international qui depuis 40 ans, machin, blablabla. Non, c'est le langage très simple de il y a quelqu'un est malade, un médecin doit le soigner. Une personne âgée, voilà, des choses simples. Je pense que c'est beaucoup plus efficace en réalité. Alors pour répondre à votre question, d'abord Corse ou pas Corse, C'est ça. Vous avez remarqué, dès qu'on a dit le mot Corse, il n'y a pas de hasard. C'est terrible. C'est ça. C'est la conspiration de l'œuvre. Vous voyez? Alors, je ne veux vexer personne, mais parce que j'ai beaucoup d'amis sur le continent qui m'envoient régulièrement des petits messages, surtout en ce moment, évidemment, donc qui entretiennent évidemment cet imaginaire collectif qu'on connaît tous.
On connaît tous en Corse, et nous serions tous des grands rebelles, héros, résistants, machin, tout ça, tout ça. Voilà, je veux faire de peine à personne, mais enfin, sur le Covid, les Corses, ils étaient comme les autres, hein, c'est-à-dire, voilà, bien sûr, mais voire pire pour des raisons qui se comprennent, parce que quel a été le cœur de la peur et le cœur du discours? Quel a été le cœur de la peur, le cœur du discours culpabilisateur et infantilisant que nous avons subi? C'est celui qu'on fixait, par exemple, pour prendre un exemple très concret, hein, c'est un de ces infâmes clips télévisuels de Monsieur Véran, hein, et pour dire à tous les adolescents que vous avez tué vos grands-parents. On s'en souvient de ça, c'est des choses extrêmes. Mais ça, évidemment, ça marche encore plus dans une société où les relations et les solidarités familiales sont encore plus fortes, hein, et où le grand-parent, on va le voir tous les week-ends au village ou machin, par rapport à des sociétés beaucoup plus anonymes et explosées, comme on le voit dans les grandes métropoles urbaines du continent. Donc oui, il y a des bonnes raisons pour comprendre que ça ait pu encore plus marcher encore, ce fonctionnement sur la peur. Alors la peur, c'est ce qui, à mon sens, a démultiplié, pour répondre à votre question maintenant, c'est ce qui a démultiplié les mécanismes ordinaires de conformisme et de soumission. J'insiste sur mécanismes ordinaires de conformisme ou de soumission parce que c'est la nature humaine. Hein. Je veux dire, si l'homme n'est ni bon ni mauvais, hein, ça c'est des vieux discours philosophiques passés, ce que démontre la science moderne, en l'occurrence ici, je pense surtout à la psychologie sociale, ce que ça démontre, c'est qu'il n'y a pas de nature humaine. L'humain est extrêmement malléable et on peut faire avec le même humain, hein, on peut faire le pire des tortionnaires nazis comme le meilleur des et il y a pour ça de très longue date, la principale discipline, c'est la psychologie sociale expérimentale. Vraiment, j'invite tout le monde à le lire. Il y a des manuels qui sont très, très bien faits, qui rappellent des choses toutes simples. Hein. L'expérience de H, ça remonte aux années 40. Vous mettez 10 personnes dans une salle pour tester quelques cobayes. Vous mettez par exemple 8 complices et puis 2 cobayes. Le but du jeu est d'influencer les cobayes sans qu'ils s'en rendent compte. Et donc, vous projetez à l'écran deux courbes qui sont parfaitement parallèles comme ça. Les 8 premiers qui parlent sont les complices de l'expérience. Ils disent, on leur pose la question, est-ce que ces courbes sont parallèles? Ils répondent, bah oui, c'est évident, machin. Donc, les 2 cobayes qui parlent après disent, bah oui, c'est évident, et voilà. Question suivante, on met 2 courbes qui sont comme ça, d'accord? Les complices de l'enquête, c'est fait exprès, les 8 disent, mais oui, elles sont parfaitement parallèles. Les deux derrière, quand c'est filmé, on voit même les images, disent, mais non, c'est pas possible. Et puis la plupart d'entre eux finissent, oui, elles sont parallèles. Parce que les 8 d'avant l'ont dit aussi. Voilà, bon. Donc ça, c'est l'expérience de le conformisme, c'est les travaux de H, c'est très très vieux. Hein, bon. Et puis la soumission à l'autorité, c'est l'expérience de Milgram, que tout le monde connaît aussi. Hein. Il y a eu des films dessus, comme Icare, voilà, il y a plein de choses classiques. Bon, voilà, ça montre bien là aussi que lorsqu'on est dans ce contexte, en particulier soumis à l'autorité de la science, hein, la fameuse blouse blanche avec le petit crayon en couleur, sans oublier, hein, qui vous dit allez-y mon gars, hein, c'est pour le... Bon, voilà. Et ben, mis dans ces contextes-là, hein, au nom du bien, d'une expérience avec l'autorité de la science, eh ben, on s'aperçoit que la majorité des personnes sont capables de faire souffrir des gens qui ne connaissent pas pour des raisons futiles, parce qu'il n'a pas répété les mots dans le bon ordre, machin, et qu'on lui dit c'est une expérience, et ils sont capables de lui infliger des douleurs terribles, que joue un acteur dans l'expérience, là aussi. Hein, bon. C'est l'expérience de Milgram. Il y a un livre en français qui est tiré, je ne sais pas, je m'étonnerais qu'il soit toujours disponible, ça s'appelle La soumission à l'autorité, tout simplement. Hein, c'était traduit dans les années 70, je crois, je me souviens plus de l'éditeur à l'époque. Donc, ces mécanismes-là sont très anciens, très classiques. Ça fait partie de la nature humaine. On peut résumer ça en parlant du caractère moutonnier, si vous voulez, de l'être humain, qui a cette particularité hein, d'avoir à la fois un niveau de développement cognitif qui fait qu'il est l'animal qui a le plus le sentiment de son individualité. Et en même temps, il est totalement social et dépendant du groupe social. Donc, il cherche en permanence l'intégration, l'acceptation, l'affection, etc. Voilà. Alors, ces mécanismes-là ont été, à mon sens, dopés hein, à un point incroyable par la peur. Hein, et la peur de mourir est la plus forte peur qu'on puisse imaginer, la plus forte émotion, sans doute, qu'on puisse imaginer. Là-bas, il y a une question. Question, monsieur. Oui, bonsoir.
Vis-à-vis du complot, moi je voudrais connaître votre avis sur la systémie globale vis-à-vis de la technologie numérique notamment, qui amène, c'est pas un complot, mais disons que on est en train de systématiser la vie des gens par le numérique, tout devient numérique. Est-ce que ça apporte pas également une forme de complot, pas un complot conscientisé par des gens, mais tout simplement qu'on va vers ces réflexes de tout mettre sur une ligne numérique. Par exemple, il y a un consultant qui s'appelle Deloitte, je ne sais pas si vous connaissez, qui montre son avenir pour le monde médical. Et on voit une petite vidéo où les hôpitaux sont détruits petit à petit et on a une médication à distance avec un drone, Amazon qui lui apporte, le matin vous avez votre petite diode qui vous dit vous manquez de magnésium, je sais pas quoi, hop, il y a un livreur qui vous livre le truc. Est-ce qu'ils veulent pas aller vers une efficience à travers la technologie et le numérique, etc., qui amène justement à une forme de complot entendu pour l'efficience, une efficience de résultats économiques, financiers. Il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de services publics, etc. Et nous, en tant qu'architectes, on le voit dans notre métier également. Ce que le Covid a révélé, nous, on le voit dans notre métier d'architecte depuis très longtemps. La crise climatique, c'est aussi, comme la crise sanitaire, un moyen de contraindre les gens. On leur dit, vous allez devoir... regardez, on a des chiffres qui disent que votre maison, elle n'est pas bien, c'est une passoire thermique, etc. Il faut mettre du plastique ici, du machin là, etc. Ce qui, nous, en tant qu'architectes qui connaissons le vieux bâti, est une aberration. On l'a déjà... On appelle l'ordre, etc., à dire que ça ne va pas, cette technique. C'est-à-dire que cette technique du sanitaire qui a eu lieu avec le Covid, on la connaît déjà, à mon avis, dans plein d'autres métiers. Et nous, en architecture, c'est clair, c'est là, et c'est prégnant, et petit à petit, c'est vous qui, si vous dites non, on va vous exclure en tant qu'architecte. Si vous ne faites pas les formations ingénieurs, thermiques, etc., on vous élimine. Et je vois le même schéma, là. Et c'est toujours avec le numérique. Ils ont inventé une maquette informatique des bâtiments, par exemple. Si vous ne faites pas cette formation, peu à peu, vous ne pourrez plus être architecte. Et vous serez blacklisté parce que vous refusez, vous voulez faire du travail de visu, d'expérience, de transmission, et on vous dit non, maintenant, il faut suivre des schémas, remplir des cases, etc. C'est un peu une question... Oui, je comprends. Alors, je suis tout à fait d'accord, mais il n'y a pas besoin de parler de complot. C'est un projet qui est clair, qui est net, qui est assumé. C'est le genre de choses auxquelles je pensais quand je parlais tout à l'heure de ce mythe technologique dans lequel on est complètement imprégné. Et clairement, ça concerne tous les métiers, très, très clairement. Donc, il n'y a pas besoin de parler de complot. C'est un projet qui se décline. Les gens qui l'ont s'en vantent. C'est très, très clair. Et c'est très dangereux, bien sûr. Et donc, cette numérisation, elle est absolument partout. Donc, je ne suis pas étonné du tout que dans l'architecture, comme dans la santé, on la rencontre. Il est évident qu'elle formate de plus en plus à la fois nos façons de penser, nos façons de travailler. C'est tout à fait clair. Donc, c'est quelque chose qui affecte globalement nos sociétés. D'où la dernière question que je posais tout à l'heure avant ma conclusion, c'est-à-dire il est essentiel qu'on essaye tous de rappeler que la technologie n'a de sens que si elle améliore nos vies. Mais tant qu'on n'a pas prouvé qu'une technologie améliore notre vie, alors une technologie ne sert à rien. Et il faut le dire et ne pas avoir peur de passer pour, c'est quoi qu'ils disent, des amiches. Moi, je ne rêve pas que ma voiture soit connectée, que ma maison soit connectée, que je l'ouvre avec l'empreinte de mon iris, qu'un ordinateur me dise bonjour Laurent quand je rentre chez moi. Ce serait pour moi de la dépression totale. Ça n'améliore pas ma vie. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait dire et dans tous les métiers. Et c'est un des projets éditoriaux que j'ai d'ailleurs dans les prochaines années, que d'essayer de décliner ça justement pour voir tous les métiers que ça impacte. Je ne sais rien du vôtre, mais ça me paraît un très bon exemple. Merci. On va peut-être bientôt s'arrêter. Alors, j'ai peut-être une question. 6h20. 6h20, alors peut-être une dernière question. Oui, j'ai une petite question. En fait, ça concerne ce qui est en train de se préparer, c'est-à-dire qu'on a su
que l'OMS projetait de faire le pass vaccinal européen numérique. Et moi, c'est la question, c'est cette dérive vers le crédit social à la chinoise qui me terrifie. Donc moi, j'aimerais connaître ta position là-dessus parce que bon, je suis complotiste, je l'assume totalement, voilà. Et je suis sur le terrain, tu le sais, depuis le mois de juillet, enfin depuis plus longtemps puisque je suis gilet jaune. Et depuis le mois de juillet, nous sommes quelques-uns sur le terrain. On n'a jamais lâché le terrain, tu le sais aussi. Donc moi, ce qui me terrifie, c'est le crédit social à la chinoise, c'est la numérisation, c'est je n'ai pas envie d'être pucée, je n'ai pas envie d'être vaccinée, je veux garder ma liberté de choisir, ma liberté d'aller et venir. Donc, qu'est-ce que tu peux me répondre sur ce projet qui est quand même un projet acté, existe déjà, puisque les Chinois le subissent, content. En Suède, apparemment, ça a commencé, le puçage électronique sous la peau, la puce RFID. Moi, en 2003, quand j'ai commencé, j'ai fait les grandes manifs de Bastia. On parlait déjà de la grenouille ébouillantée et de la puce RFID. Donc, moi, j'aimerais connaître ta position. Est-ce que je suis complotiste? Voilà, Ouais. c'est ma question. C'est de l'autre côté, dans ce... Ma position, tu la connais, hein, celui qui voudra me mettre une puce sous la peau, il faudra qu'il ait un gros fusil. Hein. Mais voilà, encore une fois, il n'y a rien de complotiste dans tout ça. Il y a des gens qui ont ce projet et on va se battre contre eux. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Par contre, là aussi, attention aux grands mots et au mélange de choses. Le crédit social à la chinoise, c'est autre chose. Alors, ça peut rentrer en... Alors, s'il vous plaît, c'est la dernière réponse. Ouais. Donc, je disais sur une chose précise, un projet précis, on se retrouvera au même endroit pour se défendre contre ces gens-là, si on veut nous imposer ça. Voilà. Par contre, là où je disais tout à l'heure, attention aux grands mots, c'est peut-être pas la peine, peut-être même ça sert à rien en réalité, c'est pas là-dessus qu'il faut se battre ou ça va être pas convaincre. Crédit social à la chinoise, c'est autre chose. C'est un projet global de contrôle de toute la population, pas uniquement sur le volet sanitaire, sur tous les volets, c'est l'idée qu'on va juger la qualité et mettre des notes et contrôler et flasher machin, la qualité de citoyen dans tous les domaines de la citoyenneté, au fond. Hein, voilà. Donc, c'est encore autre chose. Là, je terminerai avec la même chose. Il n'est pas nécessaire, à mon sens, de les confondre. Le premier est tellement gros, hein, mais si on argumente bien, on peut, à mon sens, déjà tellement convaincre la majorité des gens que c'est une aberration, que ça suffit, en fait, je crois. Voilà. Et donc, si la question était ma position, ben, je vais là-dessus. On se retrouvera au même endroit et dans le même sens. Alors, merci Laurent Mouffier, merci. Mesdames. Alors, pour les dédicaces, c'est ici. Je vous conseille peut-être d'abord de passer côté papier cadeau. On vous met une pastille dorée sur le livre et vous venez le faire dédicacer. Sinon, merci d'être venus si nombreux. Alors, n'hésitez pas à venir même nous présenter, nous proposer soit des réflexions, soit des sujets. Peut-être qu'avec Laurent, si un jour tu es encore de passage, on pourra refaire peut-être une nouvelle réflexion, peut-être en s'axant davantage sur la notion de transhumanisme et de perte de liberté, la liberté de conscience, par exemple. Ça peut être intéressant. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci Laurent.